Bessaïh, est-ce que ton nom a été bien écrit sur le programme? C'est ça, c'est Bessaïh. Il y avait un A en plus. Avant, c'était Eli Lili. Et maintenant, c'est Lili Biofarm. Fahmna. Attends, comme disait Wahed, un coup d'expliquement. Qui va? Tout bêtement, merci pour la question. Tout bêtement, Lili allait ne plus exister en Algérie et il fallait fatalement trouver la casquette. Et la casquette a été, c'était par Biofarm, c'est tout. Toujours américain. Bien sûr. Est-ce que, en attendant que Mme Mimouni installe ses slides, est-ce qu'il y a des questions sur les deux sujets qu'on vient de voir entre professeur Salah Mansour et notre ami Bessaïh? On a écorché son nom, on a rajouté un A. Oui? Allez, vas-y. Attends le micro. Ou là, fort, on a répété. Goul. Salah Mansour. قال لك y a un problème de terminologie في الهضره تاعك. قال لك جيل بي 1 باش يسمعوا. لا انا باش يسمعوا فون ام راكدين. سي تري سيريو. On parle maintenant des analogues. En fait, le glucagon étant une hormone hyperglycémiante. Voilà, glucagon-like. Bon, bah justement, c'est encore pire. Ils s'enfoncent en... Oui, parce que là, moi, ça m'inquiète cette histoire d'appellation. Le glucagon étant une hormone hyperglycémiante, alors que là, dans cette histoire des analogues des GLP-1, on veut avoir justement un état d'hypoglycémie, c'est-à-dire on va diminuer, et c'est là que vous avez fait vraiment un topo très intéressant sur... On passe par la même route, voilà, embuscade. Voilà, donc essayez de m'éclairer un petit peu sur cette... c'est un langage qui est complètement à l'opposé. Ahsant. Efficace, un coup d'expliquement. Vous savez, bon, on a cette tendance à être très simpliste. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. Le glucagon, toutes les autres hormones sont hyperglycémiantes. Toutes. OK? Et quand donc il parle de glucagon, il se dit c'est une hormone hyperglycémiante. Et là, je mets dans le même médicament du glucagon qu'on appelle déjà, glucagon-like. Un, il va stimuler l'insuline, donc hypoglycémie. Là, il va stimuler la glucagon, hyperglycémie. C'est un non-sens. Mais je viens de vous dire que l'objectif n'est pas de normaliser la glycémie. L'objectif est d'éviter les complications à long terme. Et d'un. Deux, il est extrêmement difficile. Diraient certains, les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous savez comment j'ai imaginé le pancréas? J'ai rajouté autre chose. Hein. Donc, il y a le triple agoniste. Glucagon-like, glucagon et GIP. Et chacun son action. J'ai dit c'est des actions complémentaires. Imaginez un chef d'orchestre et un orchestre. Vous avez la basse et vous avez la contrebasse. Mais à la fin, le résultat est parfait. Donc ça, en fait, on se rapproche de tout ce qui est physiologique. Hein? On se rapproche de la physiologie. Et la physiologie, ça c'est le pancréas. Et quand je dis physiologie, je dis Dieu. Tout est parfait. Donc en fait, il y a un bon équilibre entre les hormones hyperglycémiantes et les hormones hypoglycémiantes. Et tout ça se fait dans une harmonie, dans une symbiose, j'ai dit tout à l'heure complémentarité, qui fait que on va perdre, il y aura une tendance à l'hyperglycémie. C'est vraiment un équilibre. Il y a une hyperglycémie. Hop, le médicament agit. Il y a une hypoglycémie. Non, il évite l'hypoglycémie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hypoglycémie avec ces médicaments. Il y a une perte pondérale. Donc on se rapproche vraiment de tout ce qui est physiologique. On imite la nature. Exact. Merci. Oh.
Vous savez quel est le meilleur antidiabétique? Il s'appelle Salah Mansour Yomi. Allez. Merci, professeur Mimouni, pour l'excellent exposé que tu viens de faire sur cette nouvelle insuline. بالعربية كيفاش راح نسميوها؟ كيما بالرومية. C'est-à-dire? Tougéo. 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 Avec un J ou un G? Un J. Un Tougéo. T-O-U. Elle n'est pas encore en Algérie, J-E-O. mazal. Il y a eu l'agrément, mais elle n'est pas encore commercialisée. بالعربية. بالرومية تاني. وبالقبايلية aussi, si tu veux. Alors, ben, je pense que j'ai vu il y a débat question pour les orateurs précédents, c'est-à-dire Salah Mansour, notre ami Bessayeh et Madame Mimouni. J'ai oublié personne. Ben, vous pouvez rester à vos places et on vous donnera le micro. Une question au professeur Salah Mansour. Non, on va donner dans le désordre, Malish. Les Habib Meddi Meddi. Il est le premier, donc... Celui qui veut parler pose la question, les trois répondent. s'il vous Tous plaît, les trois sont dans la diabète. s'il vous Question. plaît, professeur Salah Mansour, vous avez parlé tout à l'heure du diabète de type 2 et vous avez dit que l'insuline n'est jamais définitive dans le DT2. Alors qu'il y a des malades qui, par l'effet de l'apoptose, du vieillissement du pancréas, n'arrivent plus à produire d'insuline endogène et on est obligé de leur donner de l'insuline, soit des prémix à 3 injections ou un basal bolus. Première remarque. Deuxième remarque, Thani, vous avez dit tout à l'heure que tous les médicaments dont on dispose actuellement en Algérie, même l'insuline, ne protègent pas des complications du diabète. Alors qu'on a toujours nous a appris que c'est la glucotoxicité qui est à l'origine des complications du diabète et les médicaments, soit les sulfamides, les insulines, luttent contre cette hyperglycémie chronique et par conséquent, ils participent à la protection du malade contre ces complications. Je vous remercie. Il n'y a pas eu de coup de tête, il n'y avait rien. Merci beaucoup pour les deux questions. Alors, j'ai dit... Voilà. Concernant, quand j'ai dit que l'insulinothérapie n'est jamais définitive. Parce qu'en fait, nous avons vécu énormément de situations où quand le malade est mis sous insuline, aucun médecin, et c'est le cas clinique d'ailleurs qui a traité ce matin, 27 ans de diabète, 27 ans d'insuline. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur d'avoir fait une cétose inaugurale et le malade a reçu un basal bolus. Ensuite, aucun ne pouvait arrêter le basal bolus. Aucun ne pouvait arrêter l'insuline, et pourtant c'est une maladie qui a fait toutes les complications du monde, complications micro et macrovasculaires. Et quand j'ai dit au fait, l'insulinothérapie n'est jamais définitive, même si je déteste le terme jamais, c'est juste pour dire que chaque fois que vous avez votre patient, même sous insuline, il faut se poser la question. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a réellement indication à mettre le malade sous insuline ou peut-être à faire marche arrière? En fait, vous avez déjà pris en charge des diabétiques sous insuline. Est-ce que vous avez déjà arrêté l'insuline et vous avez fait marche arrière? Non. Voilà. Malish, c'est exceptionnel. Ahsanti, exceptionnel. Et je vous apprends, monsieur, que la plupart des patients dans l'étude Sustain, à laquelle nous avons participé, et l'étude Pionnier, et le malade même qui était sous Mounjaro, allez, c'est joli, Mounjaro, tirzépatide, on a arrêté l'insuline chez lui. On a arrêté l'insuline, 15 ans d'insuline. Il n'avait plus besoin. Je vous rajoute autre chose. On a arrêté sur certains malades et l'insuline et les antihypertenseurs. Ça, c'est du vécu. Le malade sous trilucide également. Bon, je dis trilucide. De la glutide. On était obligé. Le malade, il est sur semaglutide. On a été obligé de diminuer l'insuline parce qu'il va perdre du poids. Et en perdant du poids, il y a une régénérescence, notamment chez l'animal. C'est démontré avec les analogues de GLP-1. Des cellules bêta. Et donc c'est vraiment faire marche arrière avec ces drogues. C'était juste le message que je voulais faire passer. Ensuite, la deuxième question, c'était quoi? Prémix, etc. Vous avez dit que tous les médicaments dont on dispose Oui. ne protègent pas contre le... Ah, que balique. Ah non, c'est faux.
L'insuline, je suis d'accord avec vous, il protège contre les complications aiguës. Oui, je suis d'accord. Le malade qui risque de faire une cétose, parce qu'il est en insulinopénie. Un malade en insulinopénie, s'il ne reçoit pas d'insuline, il va faire une cétose, il va faire un hyperosmolaire ou un coma hyperosmolaire. Je suis obligé de mettre de l'insuline. L'insuline transitoire ou, voilà, j'allais dire définitive, je déteste le terme définitif. Parce qu'il est en insulinopénie. Je suis obligé de mettre de l'insuline. Mais pour éviter les complications aiguës. Au pavillon des urgences, je mets de l'insuline pour lui éviter la mort, les complications. Mais à long terme, l'insuline, est-ce qu'elle agit sur l'œil? Je parle de l'insuline. La glycémie. Exact. Vous avez raison. Mais l'insuline elle-même ne protège pas. C'est la normoglycémie qui protège. De même que le régime. De même que le régime. De même que la metformine. De même. Énormément de choses. Donc voilà. Donc c'est un effet indirect, mais pas d'effet direct. Par contre, ces médicaments, c'est un effet direct. Salah Mansour, Voilà. je vais reposer la question s'il permet. Est-ce qu'un excellent contrôle glycémique au sens moderne du terme, OK. par une insulinothérapie de très haut niveau, Très bien. pendant très longtemps, est-ce qu'elle protège toujours des complications micro- et macrovasculaires de la diabète? Voilà, je repose la question. Est-ce qu'elle épargne un pourcentage ou est-ce qu'elle protège, ou dans certains cas, c'est bien pour le socor, tout ce que tu veux, mais la microangiopathie en particulier sera là? Alors pour la Parce qu'il y a la microangiopathie, génétique. OK. En plus de la génétique, effectivement, pour les complications microvasculaires, oui, par le biais toujours de la normoglycémie, mais pas pour les complications macrovasculaires. Parce qu'en fait, les complications macrovasculaires ne sont pas en rapport avec l'hyperglycémie. Elles sont en rapport avec le syndrome métabolique. Elles sont en rapport avec tous les facteurs de risque qui gravitent autour de l'hyperglycémie. La preuve est que vous pouvez faire le diagnostic d'un diabète à l'occasion d'un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde précède le diabète. Vous voyez donc? D'autres opinions que Salah Mansour? Oui, Madame Mimouni. Oui, Omad. On va écouter Madame Mimouni sur ce point très chaud, très précis. Chaud, On y croit ou on n'y moi, croit je pas? voulais juste revenir sur l'utilisation des superlatifs du genre toujours, jamais. Comme vous avez dit, on ne peut toujours. pas dire toujours, on ne peut pas dire jamais. Mais il est évident que vous avez entièrement raison. Quand on améliore l'équilibre glycémique des patients, on leur retarde leurs complications et on les fait vivre plus longtemps. Regardons nos diabétiques d'il y a 30 ans. On avait des problèmes d'insuffisance rénale. Les diabétiques de type 1 mouraient très jeunes. Les diabétiques de type 2 partaient aussi par des problèmes cardiaques. Actuellement, avec les nouvelles thérapies, avec maintenant les pompes, on voit des diabétiques de type 1 vieux à l'étranger. On a bien des études sur diabétiques de type 1 de 60 ans, chose qu'on ne voyait jamais il y a quelques années. Donc, il faut garder l'espoir, il faut garder en tête que l'amélioration de l'équilibre glycémique entraînera une diminution de l'installation ou un retard de l'installation des complications et une augmentation de la survie des diabétiques, qu'ils soient de type 1 ou de type 2. Indirectement, par l'équilibre glycémique, ou directement par ces nouvelles molécules, les GLP-1 et les associations qui vont venir par la suite, qui vont, elles, avoir une deuxième action, outre métabolique, elles vont avoir des actions directes sur la cellule du muscle cardiaque, sur le glomérule rénal, même les inhibiteurs des SGLT2, ils ont une action métabolique, mais ils ont aussi une action au niveau du rein qui retarde l'insuffisance rénale. On va partager ça avec les néphros. On va avoir une action au niveau du myocyte cardiaque. C'est pourquoi on va les partager aussi avec les cardios. Donc, on a des molécules à l'avenir qui vont agir sur plusieurs organes, tout en équilibrant aussi la glycémie. Et donc, effectivement, on continue à faire comme on faisait avant, essayer d'équilibrer, bien que nos résultats, comme on l'a vu, avec tout ce on est le pays au Moyen-Orient le plus insulinisé sur le diabétique de type 2. On a beaucoup insuline et beaucoup de pays parmi nos voisins n'insulinent pas autant.
Et pourtant, nos hémoglobines glyquées en moyenne ne sont pas forcément meilleures. Donc, il faut toujours essayer de faire mieux avec ce qu'on a. Donc, ce qu'on a maintenant, on fait avec. Et ce qu'on aura après, ben, on aura... Madame Mimouni, si je résume, oui. Moi, je suis comme l'insuline. Ma femme ne se débarrassera jamais de moi. À vie. Non. Elle peut se débarrasser de moi. Ben, pourquoi? Ah là là, ah. Alors ici, il y a des collègues tunisiens, si je peux me permettre. Est-ce qu'ils sont là, nos collègues et amis tunisiens, médecins? Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Vous êtes très insuline comme l'Algérie, parce qu'on est généreux. 80% de nos diabétiques type 2 sont sous insuline, parce que l'insuline a de la couleche. 78. Ah ouais? Ah ouais? On m'a dit plus. قالوا لي لحقنا 800 millions d'euros d'insuline في العام. Mais hein? Ah, il y a les types 1 aussi. Il y a les types 3 aussi. En Tunisie, je ne pourrais pas apporter une réponse très sûre. Vous pouvez vous présenter, vous travaillez à Tunis? Je suis Hamida Maghraoui, je suis maître de conférence agrégé en médecine d'urgence. Et donc je vois les diabétiques quand ils sont compliqués aux urgences. Quelle ville de Tunisie? Je suis à Tunis, effectivement, et je suis le chef de service des urgences à la Rabta. Donc effectivement... Rabta? Oui. Eh, khayar الناس. يفضلك. Alors... ils ne sont pas autant insulinés, mais je veux juste insister sur un point. Je crois que l'équilibre glycémique ne dépend pas seulement des molécules qu'on utilise, mais dépend aussi, surtout chez les, enfin aussi bien chez les types 1 que les types 2, d'une éducation thérapeutique tout autour. Je crois que les types 2, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu moins insulinés en Tunisie. Ils sont plutôt sous les associations d'ADO. Et ce que je sais, de par l'expérience au moins aux urgences, nous avons des patients qui fuient le passage à l'insuline. Ils font tout pour ne pas passer à l'insuline. Et ils sont capables de vous promettre tout pour ne pas être adressés après une équilibration d'un épisode aigu aux urgences. Ils peuvent tout promettre pour ne pas être adressés d'emblée sur un service d'endocrino où ils auront obligatoirement un passage à l'insuline. Mais derrière, on voit de moins en moins, certes, mais encore des insuffisances rénales et des complications cardiovasculaires, surtout avec les infarctus du myocarde, liées à la maladie diabétique évolutive. Autre question à vous, à d'autres collègues de Tunisie amis. Est-ce que vous avez tout ça, l'uraglutide, Victoza, Hadi enregistré, ou là vous êtes comme nous? Pour l'instant, on n'entend pas. Il faudrait peut-être demander aux endocrinos. Nous avons accès aux médicaments, mais il faut dire que les procédures en Tunisie pour avoir un médicament sur le marché peuvent prendre 3-4 ans facilement. Donc oui, effectivement, pour avoir les autorisations, les AMM, les autorisations de mise sur le marché. Vous faites tout pour nous ressembler, Thomas. On se ressemble quand le veut ou pas. Avancez rapide. Et tant mieux pour nous. C'était 6 mois. 3 mois, 4 ans, ils ont de la chance parce que pour dulaglutide, en 2016, le dossier a été déposé et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien du tout. 2016. Ça, je parle de dulaglutide. Il a été déposé en 2016. Pour l'enregistrement ou pour le remboursement? L'enregistrement. L'enregistrement, c'était en 2016. Concernant maintenant, excusez-moi, l'insuline, elle est utilisée en Algérie chez 30% de la population. Et combien des malades sont équilibrés? N'importe quel schéma, basal, bolus, parémique, ce que vous voulez. Même pas 30%. 70% ne sont pas équilibrés. En fait, moi je fais une distinction entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. C'est deux maladies carrément différentes. Le diabète de type 1 est un déficit. Il nécessite une hypothérapie insulinique, donc indispensable. Sauf au jour où on trouvera, en fait, le traitement de la cause auto-immune. À ce moment-là, c'est la guérison carrément du diabète de type 1. Le diabète de type 2... En plus de l'hyperglycémie, je ne dis pas qu'il ne faut pas équilibrer le sucre, c'est une certitude. Mais pour les événements cardiovasculaires, j'insiste et je le dis, aucune étude, y compris l'insuline, aucune étude n'a démontré de supériorité de ces médicaments contre aux événements cardiovasculaires. Jamais. Vous savez ce qu'on a demandé à l'insuline? Uniquement de démontrer qu'ils ne sont pas, la non-infériorité, qu'ils ne sont pas néfastes, de sécurité cardiovasculaire. Ces votes avec des Gludec et Tougéo ou Glargine avec Origine. Mais ces médicaments, c'est les seuls médicaments qui ont démontré la supériorité
dans la réduction des événements cardiovasculaires. Question. Il faut qu'on lui donne le... Il y a une question là-bas. Ça, question, pas commentaire. Hein. Question. Il y a d'autres questions? Oui, question, pas commentaire. Professeur Salih Il Mansour. y a une question là? Toi? Professeur Salih Mansour, une question pour vous. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Non, il fait des commentaires. Question. Est-ce qu'avec le temps, les inhibiteurs CGRT2 qui ont fait des preuves sur la protection cardiaque, l'insuffisance cardiaque et la néphroprotection, on n'a pas touché un petit mot sur les risques de déshydratation puisqu'ils sont gluconatriurétiques et voilà, bon, vous avez précisé. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'hypovolémie et par la même occasion de risque d'AVC parce que vous n'avez pas des effets indésirables? Ah, on est venu pour ça. Deuxièmement, je ne sais pas. C'est bon, c'est la question. Allez, répondez. En fait, moi, je n'avais pas parlé de SGLT2 inhibiteur, mais aucun médicament n'est dénué de risque. Pour les SGLT2 inhibiteurs, en plus évidemment de la déshydratation, c'est une possibilité. Les infections urinaires, c'est une autre possibilité. La cétose, c'est une autre possibilité. Mais les avantages de ces médicaments par rapport aux effets secondaires qui sont mineurs prennent le dessus. OK? Et quoi encore, les analogues de GLP1 également, ils ont également des effets secondaires gastro-intestinaux. Mais je peux vous garantir, c'est quelque chose de transitoire. J'ai eu les utiliser. C'est quelque chose de transitoire. Par contre, on a peur des cancers. Voilà, je suis sincère avec vous. On a peur du cancer médulaire de la thyroïde. Tous les malades inclus dans ces études ont exclu de prime abord les malades qui ont un antécédent dans la famille ou personnel de CMT. Sinon, évidemment, la pancréatite également doit être recherchée systématiquement. Alors, on peut récupérer le micro? Monsieur, on vous passera... Par rapport à la cétose, dans le cadre des inhibiteurs de SGLT2, c'est une cétose avec une normoglycémie. C'est qui est quand même assez important de le noter afin qu'il soit pourquoi. Vous avez raison. Quelle est votre cétose? Pardon, on n'a pas bien compris. Normoglycémique. Cétose normoglycémique. Dans tous les diabètes? SGLT2, comme effet secondaire du SGLT2 inhibiteur. Dans les deux diabètes? Diabète de type 2. Merci, professeur. J'ai une question par rapport à Mounjaro. D'après ce que vous avez présenté, on peut avoir une rémission du diabète. Ça change l'histoire de la maladie, parce qu'on peut dévier toutes les complications qui vont arriver après. Parce que la glycémie, ce n'est qu'une partie émergente de l'iceberg. C'est comme ça que j'ai compris le... Mais j'ai une question par rapport aux patients qui présentent un pancréas déficitaire en insuline. Pour nous, pour passer à l'insuline, les cellules bêta de longueur, il n'y a plus d'insuline. Comment je fais? Non, mais comment ces cellules-là, ils vont renaître? C'est ça, parce que moi, quand je donne de l'insuline pour un diabétique type 2, je suis sûr qu'il a un problème de sécrétion. Je ne dis pas... The nigerish. C'est faux. On met des malades sous insuline sans pour autant apporter la preuve qu'il y a une insulinopénie. Jamais. On met de l'insuline quand il y a échec aux ADO que nous avons. Quand on met de l'insuline, on vous l'a toujours dit d'ailleurs, échec à la metformine. S'il vous plaît. Échec à la metformine, c'est tout ce que vous avez au fait, c'est tout ce que nous avons, plus sulfamide. Échec à ce des médicaments, vous pouvez rajouter ensuite l'autre de la glycémie postprandiale. Voilà. Quand il y a échec à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit oui, vous êtes obligé de mettre de l'insuline pour avoir normoglycémie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une insulinopénie. Ça ne veut, je parle toujours du diabète de type 2. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'insulinopénie. Regardez maintenant les recommandations. Je n'aime pas parler de recommandations parce que le bon sens prime sur tout ce qui est recommandation. L'insuline est reléguée, elle est toujours. L'insuline est indispensable, ça va? Mais elle est reléguée en dernier lieu, quand il y a une nécessité absolue. Je vais te donner la parole.
Une nécessité absolue, à tel point qu'on vous dit, quand il y a indication... Salah Mansour, est-ce que, Bessaïh et Madame Imouni, vous dites la même chose que Salah Mansour? La question de Mouzaoui, un diabétique type 2, il n'a plus d'insulinoproduction naturelle, je lui mets de l'insuline. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Non, pas du tout. J'ai mal compris. Il a dit à chaque fois que je mets de l'insuline, ça sous-entend que c'est un malade. J'ai la certitude que c'est un malade qui a une insulinopénie. J'ai dit non. Hein? Micro, Madame Imouni. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tu reformules ta question. Si le patient présente des signes d'insulinopénie et je ne suis pas... Oui, mais en général, ça marche ensemble. C'est pas ce que vous avez posé comme question. Peut-être j'ai mal formulé, mais s'il y a des signes, quelqu'un qui perd par exemple 15 kilos, il y a des signes d'insulinopénie. Carence. Carence, bien sûr. Non, quand un malade est en carence en insuline, c'est même pas une question à poser, je vais le mettre de l'insuline. Mais non, la question a été posée autrement. À chaque fois que vous mettez de l'insuline, c'est parce que le malade est une insulinopénie. J'ai dit non. On met le malade sous insuline après échec aux ADO. C'est ce que tout le monde fait. Pas obligatoirement parce qu'il y a une insulinopénie. Et maintenant, je vous dis, quand il y a échec à la metformine, mettez un SGLT2 inhibiteur ou un analogue de GLP1. Et quand il y a indication, mais bon sang, à tel point qu'on a associé maintenant un analogue de GLP1 et de l'insuline. Salah Mansour, on vit à Alger, à Blida, c'est pas pris en charge, pas remboursé. On n'est pas à Tizi Ouzou. Et l'insuline. Non, les malades là-bas, ils peuvent avoir accès à beaucoup de médicaments, même très chers, dans sa consultation, dans la région. On parle mais à Blida, quand il a cette situation, il met l'insuline. Oui, mais ça, actuellement, je crois qu'il faut qu'on change un petit peu notre mindset dans la prise en charge de notre diabète. Pourquoi? Parce que nous avons... Il y a deux façons de voir les choses. Soit je ne prescris que... Et oui, on parle du 2. Soit je ne prescris que ce qui est remboursé pour certains malades. Soit je prescris comme le veut la logique médicale. Voilà. Je ne suis pas dans la situation du malade riche que je voudrais mettre sous Mounjaro. Mais il y a des alternatives. Nous avons actuellement des inhibiteurs des SGLT2 qui ne coûtent pas une fortune et qui pourraient éventuellement faire partie de la prescription chez un malade diabétique de type 2 si on veut passer la metformine, les sulfamides, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase et éventuellement l'inhibiteur des SGLT2. Voilà, pour passer après aux injectables lorsque nous les aurons. Et en définitive, effectivement, on pourrait passer à l'insuline. Donc c'est à nous de changer notre façon de voir et de convaincre le malade qu'il faut qu'il mette de temps en temps la main à la poche pour acheter des médicaments qui vont lui sauver la vie, le rein, le cœur, le pied, etc. Et c'est pas cher payé. Madame Imouni. Alors on va conclure, on donne le micro. Alors je vais dire rapidement, Ben Khaled, aux États-Unis, ils ont Elon Musk et Salah Mansour, ils ont Elon Mohand. Bon, d'autres questions? Qui veut poser des questions? Professeur Salah Mansour. Moi, j'ai une petite question. Pour le cas clinique, le cas clinique que vous avez montré, il y a l'atteinte rénale plus que le risque cardiovasculaire. Pourquoi vous êtes porté sur les GLT-1 alors que vous n'avez pas... Non, je pense. Il n'avait pas ces reins qui ont... Si, les reins, mais pourquoi... Il a reçu les deux. Non, parce que je pense qu'il va... Il a reçu les deux. En même temps? Bien sûr. Non, parce que je n'ai pas vu. Si, vous ne l'avez pas vu, c'est votre problème. Et il a reçu de la dapagliflozine, 10 mg et 0,75 de dulaglutide. Je m'excuse. Parce qu'il était à haut risque cardiovasculaire.
c'est la meilleure indication du laglutide et non de sémaglutide, ni de l'iraglutide. Vous voyez donc, ça c'est parce que c'est démontré. Et la fonction, je vais vous rajouter autre chose. La fonction rénale est passée de 28 de clearance à 54, ensuite à 80. Je ne l'ai pas montré. Il avait mis de la papa. Non, c'est bon. Merci. حاسبين تغلبوه علميا ما تغلبوش قلت لك صبت لك اللي يغلبك خلاص. Donc, Il y a Bessaïh qui demande la parole. On a la chance d'avoir Salah Mansour اليوم parce Ça y est, que c'est bon. Une dernière question. The last one. Attends le micro, خويا. On n'entend rien. Micro. Chemise bleue là-bas, derrière. The last one. Pour trancher, est-ce qu'il y a un moyen pour doser l'insulinémie? Pour trancher. Doser l'insuline dans le sang. Oui. يا خويا كاع راهم هنا المخاخ دوك يقولوا لك قال qu'est-ce qu'en Algérie on peut doser l'insuline dans le sang et où عطاو له الميكرو il n'est pas au courant. Ça s'appelle l'insulinémie. Doser l'insulinémie, c'est faisable, mais pourquoi faire? De toutes les façons, chez les diabétiques de type 2, surtout ceux qui sont en surpoids, ils sont en hyperinsulinisme. Donc on va doser une insuline qui existe en grande quantité dans le sang, mais qui n'est pas efficace au niveau cellulaire, puisqu'elle ne peut pas agir. Comme on dit, il y a un blocage de la cellule en périphérie, qu'elle soit musculaire ou autre, et ne permet pas à l'insuline de pénétrer et de faire pénétrer le glucose pour le consommer. Donc il y a un hyperinsulinisme périphérique et une insulinorésistance. Doser l'insuline, c'est dans certaines pathologies, lorsqu'on cherche un insulinome, lorsqu'on fait un test. Mais chez le diabétique, en général, en dehors des études, il n'est pas nécessaire de doser l'insuline. Alors, avant de terminer cette session très intéressante, je reviens à nos collègues et amis tunisiens ou amis et collègues. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires que vous souhaitez nous dire? Vous êtes ici parmi nous. Plus on sait sur la Tunisie, mieux on sait. Parce que vous apprenez beaucoup de nous, mais alors parlez. En fait, je voudrais juste parler On écoute notre collègue de Tunisie, de la Rapta. Je veux juste parler des programmes nationaux. Nous avons 2 programmes nationaux en Tunisie, un pour le diabète et un pour l'hypertension artérielle. Je crois que si on développe des programmes nationaux, ça pourrait permettre à une grande population d'avoir accès aux nouvelles molécules en faisant le poids politique pour défendre surtout la mise sur marché, mais pas seulement ça, mais plutôt le fait de rembourser. Je comprends que les prix de certains produits peuvent être tolérables peut-être pour 10% de la population, mais avec le développement actuel du nombre de malades, avec les HTA à diabète qui deviennent une pathologie très fréquente, le changement surtout du régime de vie et le développement de la maladie métabolique. Il y a combien de millions de Tunisiens maintenant en Tunisie? Nous sommes un peu plus que 11 millions. Combien de diabétiques? On devrait être peut-être sous-diagnostiqué, mais je dirais peut-être à 15%. De diabétiques? Peut-être à 15%. Avec le vieillissement de la population, ça vient. Ça vient. Le nombre viendra avec le vieillissement de la population. En Tunisie, nous sommes une population qui commence à vieillir. On conçoit de moins en moins. C'est un problème de santé publique. C'est un problème, ça a été établi. Il y a un programme national pour le diabète. Et effectivement, ces programmes nationaux, ils doivent être le poids politique pour défendre la mise en marché, mais surtout le remboursement de ces produits chers. Il y a de l'obésité en Tunisie? Parfaitement. Est-ce que vous avez une société tunisienne d'obésité? Nous avons plusieurs sociétés tunisiennes, entre autres des sociétés tunisiennes qui s'occupent de la chirurgie de l'obésité, spécifiquement de la chirurgie bariatrique. Et des sociétés de diabéto et d'endocrinologie travaillent, entre autres, sur l'obésité. Madame Mimouni voulait dire une précision, c'est pour vous. Merci. Je voulais juste dire que nous n'avions pas le même système de santé. Donc nous n'avons pas les mêmes problèmes d'accessibilité aux médicaments. Je crois que les médicaments, les malades les achètent. Nous, on approvisionne les malades, c'est la caisse qui paye. Donc forcément, ils sont réticents à donner l'autorisation parce que c'est d'emblée pour des millions de diabétiques. Et donc forcément, ça coûte.
Donc, on essaye de faire le mieux avec Madame ce qu'on a. Mimouni, tu parles de chez nous. Je parle de chez nous, je ne parle que de... Ils ont peur d'ouvrir les portes. Bien évidemment, puisque, je vous dis, nous, on approvisionne le malade en médicaments. Ils ne les achètent pas. La preuve, les médicaments que nous venons de citer, qui doivent être achetés par le malade, n'ont pas encore obtenu le succès qu'ils auraient dû avoir. Demain, Inch'Allah, s'ils sont remboursés, eh bien, ils apporteront beaucoup de bienfaits aux malades, mais il faut qu'on essaie de convaincre les malades de faire partie des frais de médicaments, comme c'est le cas dans les pays voisins. Ils achètent les médicaments, nous non. Donc on a cette chance. Si on ne peut acheter qu'une partie, ce serait déjà pas mal. Vive l'Algérie, qui est généreuse. Même la Tunisie est généreuse. Nous avons Bien quand même sûr, la CNAM. j'ai dit aussi la même chose. Effectivement. Mais la CNAM ne couvre pas effectivement une large tranche de la population. Donc ce qui est couvert par la CNAM, effectivement, doit subir les attentes de la mission. C'est plus la CNSS chez vous, la CNST? Nous avons deux caisses. Sécurité sociale tunisienne? Non, nous avons deux caisses pour les travailleurs et nous avons une seule caisse pour l'assurance maladie, qui est la CNAM. D'accord. Et donc j'ai cru que c'était la SNSS. La CNSS, c'est une partie de la couverture. Nous avons CNRP, CNSS. Mais la CNAM, c'est pour la couverture santé, mais c'est une couverture qui n'est pas offerte à tout le monde. Donc les indigents, par exemple, ils doivent payer leurs médicaments. Il faut penser aussi à la rationalisation des prix. Et je crois qu'avec l'avènement des génériques, qui vont être probablement très rapides sur ce plan du traitement du diabète, chaque fois qu'il y aura un générique, il y aura plus de chances pour ces patients-là pour avoir les médicaments. Je crois que c'est la même chose un peu partout. Madame, Thomas, c'est la dictature en Tunisie. Vos autres collègues, ils n'ont pas le droit à la parole. C'est la dictature des femmes, si vous voulez. Voilà. Les autres collègues tunisiens, vous ne voulez pas dire un mot? Et c'est une très bonne idée du comité ici d'organisation, comme ça, d'avoir invité nos amis et nos voisins. Donc, c'est bien. Merci pour toutes les communications. Donc, on appelle professeur Salah Mansour, professeur Mimouni et docteur Bessaïah. Vous êtes convoqué par la justice, on doit vous remettre les papiers. Même docteur Boukhlef, docteur Belghanam et docteur Barouja. Donc, sont priés de venir. Et vont nous remettre là. Donc, juste après, c'est la pause café. Et après, on va reprendre. Je ne sais pas. Attends. 15 minutes. Là, 25 minutes. Bon, tout le monde est convié à la pause café.
et on reprend une demi-heure après. Pause café et visite des stands. Et on reprend 30 minutes après pour la deuxième partie de cette session. Merci.